Donc, mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir à tous et merci de vous être joints à nous ce soir pour cette nouvelle rencontre de l'Institut Thomas More. Je vous souhaite la bienvenue, remercie pour leur fidélité ceux d'entre vous qui nous font l'amitié de suivre régulièrement nos visioconférences géopolitiques et espérer que ceux qui y participent pour la première fois deviendront à leur tour des habitués. Nous vous proposons donc de passer une heure en compagnie de l'ambassadeur Jean-Maurice Ripert, qui nous fait l'honneur et le plaisir qui nous a fait cet honneur, pardon, d'accepter notre invitation à parler ensemble de la Chine. C'est la deuxième fois, monsieur l'ambassadeur, que vous le faites, puisque nous vous avions déjà reçu il y a pas tout à fait 2 ans et demi pour une conversation sur la politique chinoise de la France à la veille de l'élection présidentielle de 2022. Permettez-moi de prolonger mes remerciements par une incidente rapide mais importante à mes yeux. Vous êtes, monsieur l'ambassadeur, un homme de la gauche de Pierre Mendès France et de Michel Rocard. Votre livre, dont nous allons parler, retrace votre filiation intellectuelle et politique et fait son fil rouge de votre fidélité à quelques hommes et aux idées qui vous sont chères. Vous êtes un homme de gauche, donc, et vous intervenez ce soir dans un think tank de droite. Cette question qui n'en était pas une, pardon, il y a encore peu, mais compte tenu de la situation politique dans laquelle se trouve notre pays, de la polarisation et de parfois de la brutalité du débat politique, je me réjouis que cela soit tout simplement possible et vous en remercie. Alors nous vous recevons pour recueillir votre analyse sur les ambitions géopolitiques et la volonté de puissance qui s'affirme de la Chine. La Chine, il en est question dans le livre dont je viens de parler et que je vous montre tous, Diplomatie de combat, livre paru l'automne dernier chez Perrin et auprès de la Cité. Il s'agit de vos mémoires, du récit mêlant choses vues, portraits et analyses géopolitiques de 40 années d'une vie de diplomate, d'Ottawa à Athènes, de New York à Islamabad, de Washington à Ankara et à la fin de votre carrière, de Moscou à Pékin. Vous avez en effet été en poste en Russie de 2013 à 2017 et c'est en diplomate chevronné que vous arrivez dans la Chine de Xi Jinping à l'été 2017. Vous y passerez 2 années. Alors l'ambition de Xi Jinping est connue. D'ici 2049, centenaire de la fondation du régime communiste, il veut faire de la République populaire de Chine la première puissance mondiale. Alors que l'Occident est contesté en différents points et de plus en plus nombreux de la planète, Xi Jinping et le Parti communiste chinois paraissent persuadés que leur heure est venue. Dans un monde qui craque, de l'Ukraine au détroit de Taïwan et aux mers de Chine pardon, du sud et de l'Est, en passant par l'Ukraine, le Moyen-Orient et l'Afrique, la Chine populaire s'affirme et donne de la voix, parfois par ellipse, parfois plus franchement. Avec l'appui résolu de Moscou, Pékin s'efforce désormais de donner sens et substance à un Sud global qui s'affirme clairement anti-occidental. Pour mémoire, je n'en donnerai qu'un seul exemple. Lorsque le 4 février 2022, à Pékin, lors de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver et 3 semaines avant l'invasion de l'Ukraine, Xi Jinping et Vladimir Poutine proclamèrent la nécessité, je cite, de promouvoir une nouvelle ère afin de contrer, je cite, le diktat funeste de la démocratie libérale que propage la superpuissance occidentale. C'est de cela dont nous voudrions donc parler avec vous ce soir, monsieur l'ambassadeur Ripert. Quelles sont les ambitions géopolitiques de Pékin? Que veut-elle et quelle est sa vision du monde? Comment la puissance chinoise se déploie-t-elle selon les théâtres géopolitiques et les opportunités? Pour ce faire, je vous propose de dialoguer très simplement en partant du général au particulier, en vous posant une première question assez large et ouverte, puis en concentrant la focale sur un certain nombre d'enjeux particuliers, dont certains d'ailleurs sont traités précisément dans votre livre. Nous tâcherons de réaliser ça, de réaliser cet exploit en 45 minutes environ, afin de conserver du temps pour la discussion avec vous tous, chers amis. Ma première question, donc, pour lancer l'échange, elle est extrêmement simple. La réponse, évidemment, le sera nettement moins. Quel est le projet géopolitique de Xi Jinping dans ses grandes lignes? Quel est son projet pour la Chine? Comment le caractériseriez-vous? Comment le qualifieriez-vous? Merci infiniment. D'abord, permettez-moi de vous remercier pour cette invitation et de remercier ceux qui, à cette heure tardive, ont accepté de se joindre pour ces échanges, j'espère. Une remarque sur votre introduction et sur l'aspect politique. Il est bien triste d'en arriver à être obligé de trouver normal de se parler, quelles que soient les idées que l'on a. C'est pour moi, hélas, un des signes. Excusez-moi, il y a une demande là bizarre, bon, de langue, très bien. C'est quand même un des signes de, hélas, je pense,
une certaine forme d'affaiblissement de notre démocratie et de ce respect universel pour les droits humains qui fait que on ne trouve plus naturel de se parler même quand on n'est pas d'accord. Ce qui, évidemment, pour un diplomate, est quelque chose d'étrange par ailleurs, puisque par définition, les diplomates ont l'habitude de parler à des gens avec lesquels ils ne sont pas toujours d'accord. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous. Je voudrais quand même préciser une nouvelle fois que je suis un diplomate à la retraite et que donc je me sens très libre de mes propos et que je n'engage évidemment strictement personne en dehors de ma modeste personne. Et troisièmement, je voulais mentionner, alors sans revenir sur mon CV qui est celui d'un vieux monsieur, j'ai aussi travaillé pour les Nations Unies et j'ai travaillé aussi pour l'Union européenne. C'est pour moi extrêmement important parce que ma vision du monde et les récits que je raconte, ce sont des fausses mémoires. En réalité, ce sont des récits de combat au pluriel que j'ai menés. Je les ai menés essentiellement dans le cadre multilatéral, européen bien sûr, citoyen français, je suis citoyen européen, j'avais envie de dire consubstantiellement, et citoyen du monde parce que je crois au multilatéralisme et c'est donc évidemment avec cette double euh, ancrage, ce triple ancrage national, européen et international, multilatéral, que j'ai développé un certain nombre d'idées sur la marche du monde et j'en parlerai peut-être un tout petit peu à propos de votre première question. Vous l'avez résumé très bien, le projet géopolitique de Xi Jinping, en tout cas tel qu'il l'articule, tel qu'il l'exprime, faire de la Chine la première puissance mondiale. Whatever that means, comme disent les Américains. Il faudrait encore préciser ce que ça veut dire, la première puissance économique, financière, militaire. Ça n'est déjà plus la première puissance démographique, vous le savez, puisque l'Inde a dépassé la Chine, dont la population a plutôt tendance à régresser, semble-t-il. Donc faire de la Chine, en tout cas, la première puissance mondiale, c'est ainsi qu'il l'exprime. Moi, je rappellerai toujours, et je pense que c'est fondamental, même en relations internationales, surtout quand on s'intéresse à des pays autoritaires, je m'en tiendrai au mot autoritaire dans nos discussions ce soir, même si de mon point de vue, il s'agit clairement de pays qui tiennent plus aujourd'hui, quand on parle de la Chine ou de la Russie, de régimes dictatoriaux que de régimes autoritaires. Mais parlons de la Chine de Xi Jinping. Il faut toujours se rappeler ce qu'est la Chine de Xi Jinping, c'est-à-dire la Chine du Parti communiste chinois. C'est une dictature absolue. Et c'est fondamental parce que la politique étrangère des régimes autoritaires est évidemment toujours, là aussi, consubstantiellement liée au projet de politique intérieure. La recréation d'un empire ou la création enfin d'un empire chinois, non pas l'empire du milieu, comme nous le disons, mais le centre du monde, car c'est comme ça qu'il faut comprendre le mot Chine et la vision chinoise de la Chine. C'est le centre du monde, le reste du monde étant composé de barbares, dont évidemment au premier plan les Occidentaux, entre guillemets. Mais la recréation d'un empire, de manière à lutter, ça c'est classique aussi, contre toutes ces agressions, vous avez utilisé, fait référence au mot la lutte contre le diktat, c'est tout à fait extraordinaire, le diktat funeste de la démocratie libérale. Ce projet de devenir la première puissance du monde, il est monté en puissance, notamment grâce à l'extraordinaire bond en avant, là pour le coup, réel de la Chine après la révolution culturelle, notamment les 40 ans de la politique de réforme et d'ouverture entreprise notamment sous Deng Xiaoping et qui a continué, et dont Xi Jinping a essayé de tirer les bénéfices, bien qu'il n'y soit pas pour grand-chose, contrairement à ce qu'il laisse entendre, notamment en utilisant à certains moments des références à son père. Et donc, cette puissance économique a donné évidemment une fringale, une envie à la Chine d'affirmation sur la scène internationale qui rompt avec la tradition chinoise que nous avons connue au temps de la guerre froide d'ailleurs, d'abord, puis ensuite. Donc une présence affirmée de la Chine sur la scène internationale qui se développe peu à peu. Mais là encore, je pense qu'il faut se méfier des globalisations dans la présentation. Je pense qu'il faut aller dans le détail et c'est ce qu'on fera, si j'en crois, la liste des sujets que vous avez bien voulu m'indiquer comme étant à évoquer en présentation ou en discussion. Ce qui, pour moi, est important, c'est que cette marche en avant de la Chine, elle se base aujourd'hui, de manière très claire, en tout cas depuis le 19e congrès,
puisqu'une des différences fondamentales entre le Parti communiste chinois et la Russie de Vladimir Poutine, c'est qu'en Chine, tout est écrit et tout est dit. Les Chinois ne mentent pas, ils affirment, ils affichent, alors avec des mots parfois qui troublent, qu'il faut aller comprendre. Moi, je ne suis pas sinisant, je ne parle pas chinois, j'ai bredouillé quelques mots de pinyin comme tout le monde, mais il faut lire en chinois la réalité des textes chinois, tout est écrit. Ce projet d'affirmation de la Chine comme première puissance mondiale, il est fondé, il se revendique comme étant fondé sur une double rupture avec l'ordre international, en tout cas celui qu'on a connu depuis 1945. La première, c'est le refus de toute référence à la notion de droits humains. Alors, c'est camouflé derrière la critique, évidemment, du monde occidental et de la démocratie libérale, mais c'est en réalité une ligne de force qui vise à dire, en gros, quelque chose d'extrêmement simple, le droit international concernant les droits humains ne s'applique pas à la Chine. Et ça a été théorisé d'une manière extrêmement simple lors du 19e congrès, en expliquant que n'était applicable en Chine que le droit, je cite, aux caractéristiques chinoises, ce que n'est pas évidemment pour Xi Jinping, par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dont on vient de fêter le 75e anniversaire. Donc les droits humains ne sont pas applicables, c'est une première rupture et une première fracture évidemment extrêmement importante et qui a ouvert la voie à beaucoup de rapprochements d'un certain nombre de pays en délicatesse avec la démocratie politique qui ont enfin trouvé un parapluie extrêmement satisfaisant en pouvant faire référence au projet de Xi Jinping. Et donc, vous connaissez la théorie, il n'y a pas de droits humains sans développement économique. Et donc, euh, toute la construction du droit international sur les droits humains est une pyramide qui s'effondrera tôt ou tard quand nous comprendrons, quand le monde comprendra que c'est une construction purement occidentale. Évidemment, je suis en total désaccord avec cela, mais il y a des gens, j'ai envie de dire, paraphrasant Rousseau, assez simples pour le croire. La deuxième rupture, et elle est plus fondamentale pour les sujets qui nous intéressent en termes de politique étrangère, c'est la rupture avec l'ordre international multilatéral de 1945 et donc en réalité avec les Nations Unies. Rupture par rapport aux Nations Unies. Contrairement à ce que les discours lénifiants peuvent faire croire, win-win, le destin commun de l'humanité, la réalité, c'est que l'initiative Ceinture et Route, car ça ne s'appelle pas les routes de la soie, j'anticipe sur votre deuxième question, et ça n'est pas par hasard que les Chinois n'utilisent pas le terme de nouvelle route de la soie, parce que les nouvelles routes de la soie, c'était biunivoque, ça marchait dans les deux sens. Le projet Ceinture et Route, il ne marche pas dans les deux sens, il suffit de regarder les cartes de la ceinture terrestre et des routes maritimes. Tout part de Pékin et arrive ailleurs. Donc, ce sont des investissements parfaitement légitimes. Nous, on appelle ça des investissements directs à l'étranger. Les Chinois appellent ça une grande initiative planétaire. Pourquoi pas, si tout le monde y trouve son compte? On pourra en reparler. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas le cas. En tout cas, en se fondant sur cette initiative, les Chinois ont créé des dizaines, voire des centaines d'institutions aujourd'hui qui toutes affaiblissent de fait les institutions spécialisées des Nations Unies et les agences, quoi qu'on pense de leur fonctionnement, de leurs difficultés, des critiques qu'on peut leur faire. C'est une façon d'affaiblir les Nations Unies et au fond, de ce point de vue-là, aujourd'hui, la Chine rejoint un peu la Russie soviétique, j'ai envie de dire, de Vladimir Poutine. C'est-à-dire que finalement, la seule chose qui compte encore aux Nations Unies pour les Chinois, c'est leur droit de veto au Conseil de sécurité. Le reste doit être progressivement supprimé. Et contrairement à tout ce que l'on entend, il n'y a pas de financement colossaux de la Chine aux Nations Unies. La Chine a, pardon de le dire brutalement, acheté quelques postes de directeurs généraux, dont il ne faut pas d'ailleurs exagérer l'importance. La Chine a réclamé des postes, ce qui est parfaitement légitime selon d'ailleurs les critères des Nations Unies. La Chine a accepté péniblement, au bout de quelques années, d'augmenter ses contributions financières aux Nations Unies, voire de fournir quelques troupes de maintien de la paix. Ils en affichent 8000, ils en ont fourni quelques dizaines, quelques centaines au Sud-Soudan, dont on a vu que le comportement était d'ailleurs absolument le même que celui de toutes les forces de maintien de la paix, c'est-à-dire qu'elles sont préoccupées essentiellement par leur propre protection et par leur légitime défense. Donc, il n'y a pas, on ne peut pas dire que les Nations Unies soient sauvées par les Nations Unies, les Nations Unies soient sauvées par la Chine, bien au contraire. Pour moi, c'est absolument fondamental et ça explique tout. Alors, je termine en disant bien sûr que
Tout ça c'est compliqué avec le temps. La politique agressive de la Chine, et là, M. Lin pourra en parler plus que moi, de présence dans la mer de Chine méridionale, la défense de la fameuse ligne en 9 points, en 9 traits, dont j'ai appris d'ailleurs qu'il y en avait un dixième maintenant, paraît-il, sur les cartes chinoises, la militarisation des atolls, euh, les offensives pour couler des bateaux de tous les pays de la région, le refus d'accepter la liberté de circulation dans le détroit de Taïwan, le développement d'intérêts chinois dans le Pacifique Sud et dans l'océan Indien, tout cela évidemment concourt également à une posture sur le plan militaire plus agressive de la Chine, sans que cela débouche d'ailleurs, de mon point de vue, sur une extension de son influence, bien au contraire, puisqu'il me semble qu'aujourd'hui, la Chine a réussi à fédérer contre elle à peu près tous les États de la région, pas dans une alliance avec les États-Unis d'Amérique, on en reparlera, mais certainement, ça lui complique plutôt la tâche. Dernier point, et c'est ça qui me paraît important, euh, avant de devenir la première puissance mondiale, la Chine se revendique comme étant la deuxième puissance mondiale. Sur la base de quoi? Sur la base du fait qu'elle est reconnue comme telle par les États-Unis d'Amérique. Puisque par définition, ce ne sont pas vos amis qui vous reconnaissent le statut de grande puissance ou de superpuissance, ce sont vos ennemis. C'est d'ailleurs ce que déplore fortement M. Vladimir Poutine, qui ne rêve que d'une chose, c'est du retour au bon vieux temps de la guerre froide, où c'était le condominium ou le duopole américano-soviétique qui dirigeait le monde. Aujourd'hui, les Américains ont choisi comme partenaire adversaire la Chine. Euh, les Chinois s'en contentent à ce stade. Et si je le mentionne, c'est parce que ça induit toute une série de postures chinoises extrêmement compliquées, de contorsions, notamment dans son partenariat et son alliance avec la Russie. Peut-être y reviendra-t-on plus tard dans les différents questionnements. Dernier point, pardon, excusez-moi, j'en ai oublié un, mais qui me paraît important. La Chine essaye de promouvoir aujourd'hui ce concept que personnellement je trouve, je vais être poli, fumeux, de Sud global. Pourquoi? Souvenez-vous, il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années aux Nations Unies, on parlait du groupe des 77 et de la Chine. Il allait de soi que, au fond, après, malgré la puissance affirmée de l'Inde, de la Yougoslavie de l'époque, de l'Algérie, de quelques puissances importantes au sud, c'était la Chine qui disait le droit pour les 77. Et au fond, la Chine essaye de recréer cet état de fait aujourd'hui en parlant sans cesse du Sud global, qui est une notion qui, à mon avis, est totalement fumeuse parce qu'elle n'existe pas. Et d'ailleurs, on le voit dans les deux tentatives qu'a fait la Chine pour élargir deux organisations qui sont vitales pour elle. La première, l'Organisation de la coopération de Shanghai. On a bien vu que le jour où ils l'ont élargi à la fois à l'Inde et au Pakistan, puis à l'Iran, que la capacité, l'approfondissement, comme aurait dit François Mitterrand, était là encore affaibli par l'élargissement, parce qu'on voit bien que la capacité de l'Organisation de la coopération de Shanghai à se mettre d'accord sur des sujets politiques quand vous avez en même temps l'Inde et le Pakistan et que vous avez maintenant l'Iran est de plus en plus faible. On le voit aussi avec ce qu'on appelle les BRICS+, où la Chine vient quand même de recevoir, de mon point de vue, une claque absolument inimaginable avec le refus de l'Argentine de rejoindre les BRICS+. Et là, c'est la même chose. Chaque fois que vous élargissez ce genre d'organisation régionale ou thématique, vous prenez le risque en termes politiques de l'affaiblir et de la rendre plus difficile à gouverner. On le vit aux Nations Unies tous les jours, on le vit un peu au sein de l'Union européenne, même si ça n'est pas une organisation internationale. Mais moins qu'on ne vienne pas m'expliquer qu'il y a une alliance naturelle sur le plan politique entre l'Inde et la Chine, entre le Brésil et l'Argentine. Tout ça, c'est très bien pour les professeurs de droit. Pardon, il y en a peut-être parmi nous. Il faudrait en discuter. Mais ce qui me paraît clair aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de nord global, évidemment, parce que, sauf à m'expliquer où se positionnerait la Russie de Vladimir Poutine, j'aimerais bien le savoir, il n'y a pas plus de sud global. Il y a aujourd'hui une constellation de puissances émergées, de puissances qui ont émergé. Il faut arrêter de parler de puissances émergentes. Aujourd'hui, il y a des puissances émergées. Le Brésil, l'Indonésie, évidemment, sont des puissances qui ont émergé. D'autres se sont affaiblies, comme l'Afrique du Sud, mais restent importantes. Il y a des pays dont on n'entendait jamais parler autrefois. Regardez le rôle que joue aujourd'hui en Afrique le Kenya. Regardez le rôle de la Thaïlande, du Vietnam, de la Corée, évidemment. Enfin, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Vous avez aujourd'hui au G20, au fond, la collection des pays émergés, il en manque un ou deux,
quelques-uns, et vous auriez d'ailleurs là le futur Conseil de sécurité des Nations Unies si on arrivait un jour à l'élargir. Autrement dit, je pense qu'on est dans une situation où il n'y a plus d'alliance possible, sauf l'OTAN, qui reste une alliance strictement militaire et qui risque de le rester un certain temps, vu ce qui va se passer probablement politiquement, enfin, on ne sait rien encore, mais enfin aux États-Unis ou en Europe. Mais en dehors de cela, il y a des pays qui ont émergé et qui veulent dire leur mot, participer au processus de décision internationale, mais plus à l'intérieur d'alliances. Est-ce qu'il y a encore des superpuissances? Je n'en suis pas sûr. Regardez les déboires américains sur Gaza avec Israël. Regardez la Russie qui quand même a obtenu, quoi qu'on en dise, 4 votes de soutien aux Nations Unies, 5 en se comptant elle-même. Mais personne ne peut considérer que l'abstention indienne veut dire un soutien à l'invasion de l'Ukraine. Ça, je n'y crois pas une seconde. Donc nous allons vivre dans un monde où les partenariats, les coopérations se feront de manière changeante, dans leur thème, dans leur géographie, dans leur durée. Vous aurez un jour une alliance entre le Brésil et l'Europe, bizarrement, contre ceci ou cela. Vous aurez une alliance un jour entre l'Inde et la Chine contre l'Europe pour des raisons commerciales. Et vous aurez une alliance entre, je dis n'importe quoi, l'Algérie et l'Iran sur autre chose, etc., etc. Ça va compliquer les choses et ça va compliquer le projet chinois, certainement. Pardon d'avoir été très long sur cette première question. Non, je vous en prie. Vous avez parlé de l'initiative Route et Soie, et justement, ce que vous venez de dire en concluant me permet de vous reposer une question. Alors, là, en l'occurrence, c'est presque plus de l'information, mais puisque, dites-vous, on est dans un monde qui est désormais extrêmement instable en termes d'alliances, de convergence, de partenariat, vous notez dans votre livre, ce que d'autres observateurs avisés notent, que précisément cette initiative, je reprends bien le bon intitulé, hein, Ceinture et route, donc qui a plus de 10 ans, qui date de 2013, marque désormais le pas et rencontre davantage de résistance. Est-ce que vous pouvez nous confirmer et en expliquer les raisons rapidement, à vos yeux? Je crois que les résistances, elles sont multiples. D'abord, ça n'est pas une initiative au sens du développement, encore une fois. La volonté de financer des infrastructures, de développer des investissements en matière d'infrastructures dans les pays du Sud est parfaitement honorable. Je rappellerai d'ailleurs à cet égard que la Banque européenne d'investissement est probablement le premier financeur mondial en termes de projets d'infrastructures, et ça n'est pas la Chine, contrairement à ce que tout le monde raconte. Deuxièmement, c'est tout sauf de l'aide au développement. La Chine ne fournit quasiment aucune aide au développement. Ce sont des prêts, et ce sont des prêts extrêmement coûteux. Et donc, très rapidement, parce que vous dites 2013, c'est la conceptualisation. Le premier forum des ceintures et routes, c'est 2017. La mise en œuvre des mémorandums financiers, c'est 2017-2018. Au bout de 5 ans, on s'aperçoit qu'une grande partie des pays où ces investissements, dont certains sont des éléphants blancs, moi je me souviens d'une entreprise française qui m'expliquait qu'elle avait construit une extraordinaire gare numérique au milieu du désert du Kazakhstan, où ne passait strictement aucun train. Je ne parle pas des stades, des célèbres stades chinois qui parsèment l'Afrique et autres, quelques cadeaux à quelques dictateurs ou régimes autoritaires africains ou autres, en réalité, se payent au prix fort. Et l'attitude de la Chine, c'est, passez-moi l'expression, c'est le rasoir Gillette à 2 lames. Ah, vous ne pouvez pas rembourser votre dette, c'est tout à fait regrettable, mais vous inquiétez pas, nous avons une solution. Nous allons prendre en gestion directe les investissements que nous avons financés. Alors, dans certains cas, ça n'est pas grave. Si la Chine veut gérer une guerre qui ne sert à rien, la Chine a financé le nouveau chemin de fer Addis Abeba-Djibouti, très bien. J'attends de voir qu'il soit économiquement rentable. Enfin, ça, c'est son problème. Mais quand il s'agit de stations de réception, de télécommunications, de formation, regardez, c'est tout à fait extraordinaire. Tracez une carte avec, mettez les petites punaises sur toutes les zones où la Chine a pris en gestion directe des stations de réception satellites et des réceptions et des stations de communication à travers l'Afrique. Vous avez un arc parfait qui part de Djibouti et qui arrive à peu près au Cap-Vert. Là, c'est beaucoup plus grave. Et surtout, ça s'est produit à un moment où, par ailleurs, les pays du Sud, et notamment les pays africains, mais pas seulement, se sont retrouvés à essuyer, non, on ne peut pas dire essuyer les plâtres, à continuer à payer le prix de la double crise qui les avait terriblement affectés, la crise financière de 2008 et la crise du Covid. Parce que pour ces pays, c'était la double peine. Difficulté à surmonter le Covid
parce qu'il n'y avait pas de médicaments et pas d'argent pour acheter des médicaments, d'où les initiatives comme COVAX. Et deuxièmement, incapacité de refinancer une sortie de crise et un redémarrage de l'économie, malgré les efforts du FMI qui a créé, je crois, un fonds spécial de 600 milliards. Mais c'est la double peine. Personne n'a fait attention, mais sauf erreur de ma part, au bout de 3 ou 4 mois en pleine crise du Covid, Macky Sall, dont on peut penser ce qu'on veut aujourd'hui, à l'époque président de l'Union africaine, a appelé au secours les Européens en disant les pays africains ne peuvent pas acheter les vaccins et la population africaine, on ne savait pas à l'époque qu'elle serait finalement moins touchée que les populations européennes et latino-américaines, mais enfin, bon, ne peut pas s'acheter de médicaments. Aidez-nous, la Chine refuse de rééchelonner notre dette. Le Sénégal en sait quelque chose, puisque c'est un des principaux bénéficiaires en Afrique de l'Ouest de l'aide, entre guillemets, ou des initiatives ceinture et route. La Chine a refusé, parce que la Chine, vous le savez, n'appartient pas au Club de Paris. Elle refuse de le faire. Elle refuse absolument de fournir toute information sur la composition de sa dette. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'Europe qui a accepté au Club de Paris de rééchelonner, voire d'annuler une partie de la dette d'un certain nombre de pays africains, dont le Sénégal. Évidemment, tout ça n'a pas rendu les choses, la Chine, plus populaire dans l'ensemble de ces pays. Aujourd'hui, les choses recommencent à changer un petit peu dans l'autre sens. Les coups d'État fomentés par la Russie à travers les groupes Wagner, le besoin effréné de la Chine de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement en matières premières et des terres agricoles font que la Chine est de plus en plus pressante, y compris dans les pays qu'elle a ruinés. Pensez au Sri Lanka, si vous avez un doute, qui a été cité en modèle de ceinture et route, notamment avec le rachat et la mise en œuvre de ce port au nom absolument imprononçable. Et l'État sri-lankais s'est effondré purement et simplement l'année dernière. Il n'y a plus d'État. Le Sri Lanka en est à peu près au niveau d'Haïti. Enfin, c'est absolument hallucinant. Bien. Dernier point évidemment important, c'est, outre les questions financières, c'est évidemment les aspects politico-militaires. Je pense que l'agressivité chinoise, notamment en mer de Chine, elle s'est quand même mise à dos toute une série de pays, notamment de l'ASEAN. Et même quand vous écoutez en privé parler des diplomates de Singapour, qui sont les meilleurs connaisseurs de la Chine de mon point de vue dans la région, qui sont par ailleurs les banquiers de la Chine sur l'initiative Ceinture et Route, puisque entre 25 et 30% des financements passent par les banques de Singapour. Euh, la politique de containment commence à agir et on sent, on voit bien dans les discussions qu'on a, que ce soit nous, Français, avec notre initiative euro-asiatique, enfin Asie, Indo-Pacifique, que ce soit celle des États-Unis et du Japon ou celle de l'Europe, on voit bien que tous les pays de la zone commencent à trouver que la pression chinoise devient insupportable, sans compter évidemment ce qui se passe en politique intérieure, les affaires au Xinjiang, en Mongolie intérieure, l'annexion pure et simple en cours de Hong Kong, les menaces contre Taïwan. Tout cela, évidemment, commence à faire très très peur à un certain nombre d'États de la région. Et on voit bien que structure et route, plus personne n'en parle. D'ailleurs, les Chinois n'en parlent absolument plus jamais, ce qui est quand même un signe. Merci. Alors, on a cité plusieurs fois la Russie et le nom de Vladimir Poutine. On va s'interroger rapidement sur deux dossiers et en les traitant du point de vue de la Chine, si je puis dire. Donc, Vladimir Poutine et Kim Jong-il viennent de signer un accord de partenariat là, le 19 juin dernier. Si cela renforce évidemment le camp anti-occidental, quel est, à vos yeux, le regard de la Chine sur cet accord? Est-ce qu'elle s'en réjouit? Se réjouit du renforcement d'un axe Moscou, Pyongyang, Pékin, ou est-ce qu'elle est susceptible de se méfier d'un rapprochement renforcé entre Russie et Corée du Nord, dont je rappelle qu'elle est par définition le principal partenaire économique et le garant du régime? La réponse est oui sur la fin de votre question. Moi, j'ai un petit problème avec le monde occidental. Là encore, c'est un langage qui aujourd'hui demande à être précisé. On n'est plus, alors voire plus haut avec le Sud et le Nord global. On est dans un affrontement éventuel entre l'axe Moscou-Pékin aujourd'hui, auquel a toujours fait partie Pyongyang. Bon, c'est pas nouveau, hein. Ils peuvent signer tous les traités qu'ils veulent. Il n'y a pas de nouveauté, hein. Et Kim Jong-un était aux côtés vaillants de Bachar el-Assad pour soutenir l'agression russe contre l'Ukraine, la deuxième agression russe. Bon, moi, je parlerais du monde démocratique. C'est pas tout à fait la même chose. Du monde des démocraties, qui ne se réduit pas, contrairement à ce que là encore beaucoup de gens disent.
le nombre de gens qui continuent à voter, le nombre d'élections qu'il y a eu. Et de ce point de vue-là, moi, je trouve intéressant ce qui s'est passé en Inde. Contrairement à ce qu'on annonçait avec une espèce de durcissement, c'est très important ce qui se passe en Inde. Il faut suivre ça de très très près. Le renforcement du clan nationaliste autour de M. Modi, il a été obligé d'en rabattre un petit peu. Bon, donc moi, je préfère parler du combat de Xi Jinping et de Vladimir Poutine contre le monde des démocraties. Qu'on se réjouisse ou pas de ce qui s'est passé au Sénégal, les Sénégalais ont fini par pouvoir voter. Et il y en a d'autres à travers le monde. Il y a eu énormément d'élections. Et donc la démocratie tient. De ce point de vue-là, on comprend bien pourquoi Kim Jong-un n'a jamais fait partie d'un autre axe que celui qui le liait à Pékin. Alors, sur la question précise, souvenez-vous, la première fois que Vladimir Poutine s'est rapproché de Kim Jong-un, il y a eu un sommet à Vladivostok, je crois. Je devais encore être en poste en Chine, ça devait être en 2019, là peut-être je me trompe, mais ça a fait tout sauf plaisir aux Chinois, qui ont essayé d'expliquer à M. Poutine qu'il n'avait rien à faire à venir expliquer à M. Kim Jong-un ce qu'il devait faire. Cette relation ambiguë et compliquée, elle illustre en réalité le dilemme chinois très compliqué vis-à-vis de la Corée du Sud. Parce que vous dites partenaire économique et garant du régime, vous auriez pu dire et garant notamment de ses progrès en matière nucléaire, probablement encore aujourd'hui, hélas. On n'en sait rien, mais enfin, c'est très vraisemblable avec d'autres grands partenaires de Pékin comme probablement le Pakistan, mais peut-être aujourd'hui l'Iran, on ne sait pas très bien. En tout cas, tous ces gens se sont aidés mutuellement. La difficulté, c'est que la Chine a un problème. Moi, je l'ai très bien vécu aux Nations Unies. Soit elle dit, c'est à moi de régler les problèmes, laissez-moi parler aux Coréens, mais alors à ce moment-là, on lui dit, mais alors délivrez. Soit elle dit, je n'y arrive pas, et à ce moment-là, elle doit laisser essayer les autres. Évidemment, la Chine ne fait ni l'un ni l'autre. Nous pensons, nous savons que lors des sommets d'il y a 2 ou 3 ans, la Chine a essayé de vendre, entre guillemets, à Kim Jong-un le modèle chinois, c'est-à-dire la libéralisation économique contre le maintien du pouvoir autocratique et donc de la puissance militaire. Ça n'a pas marché, d'après ce que l'on sait. M. Kim Jong-un a dit charbonnier maître chez soi, comme avait dit un certain responsable allemand en 1900, dans les années 30, mais enfin, il a dit, moi, je fais ce que je veux. Bien. Aujourd'hui, il est sûr que la tentation autoritaire qui continue et qui ne se dément pas, quels que soient les signes d'ouverture qu'on a espérés à Pyongyang, font que des textes soient signés avec les Russes, et c'est une évidence. Par ailleurs, la Russie a besoin de partenaires, notamment pour la fourniture soit d'armements, soit de composants pour les armements, et là, je pense qu'il faudrait que des spécialistes de la défense nous en disent plus. Je ne sais pas ce que vend Pyongyang à la Russie, mais la Russie a besoin de partenaires, donc elle est prête à signer n'importe quel papier avec n'importe qui du moment qu'on explique qu'il y a un grand axe qui se prolonge. Est-ce que la Russie se réjouit nécessairement du développement de l'armement nucléaire nord-coréen? Moi, je n'en suis pas si sûr. Je pense que comme les Chinois, ça ne les arrange pas parce que soit par rapport à la défense de leur affirmation en politique étrangère pour les Chinois, ou par rapport à leur agression et à leur guerre contre des pays européens dans le cas de Moscou, ils ont besoin de calme sur le reste des problèmes. Et donc ça ne les arrange pas que les Nations Unies soient déstabilisées une fois de plus. Et par ailleurs, ça contribue à jeter encore plus le Japon, la Corée du Sud et d'autres dans les bras américains, pour ne pas dire du monde occidental, mais enfin du camp des démocraties. La création d'AUKUS n'a certainement pas été bien vue par les Chinois, hein. Et AUKUS, de mon point de vue, évidemment, il ne faut pas le lire comme la volonté américaine de nous piquer le marché des sous-marins. C'était un effet secondaire. La question, elle n'était pas là. L'initiative, elle a été prise par des Australiens qui se sont rendus compte qu'ils ne gouvernaient plus leur pays, qui était sous influence chinoise. Changement de gouvernement, changement de pied, appel à l'aide via le Royaume-Uni, vous le savez, des États-Unis, et volonté de constituer quelque chose qui commence à ressembler à une alliance dans la région, auquel évidemment des pays comme le Japon et la Corée du Sud sont extrêmement sensibles. Ça n'arrange pas du tout les Chinois. Donc je pense que les Chinois ne peuvent pas se réjouir ni du fait que les Russes vont se mettre à interférer dans la gestion de la vie totalitaire en Corée du Nord, ni venir créer du trouble dans une région où ils commencent déjà à avoir quelques difficultés eux-mêmes. Merci sur la guerre d'Ukraine. Comment vous voyez aujourd'hui
l'évolution de la position chinoise. Cette guerre dure depuis 2 ans et demi. On a beaucoup commenté les initiatives et les propos, les mots pesés au trébuchet utilisés par la Chine sur ce conflit. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de la Et position chinoise? les mots chinois sont toujours pesés au trébuchet, sont toujours magnifiques, et je défie quiconque de dire qu'il est en désaccord avec les postures de principe de l'ex-monsieur Wang Yi, enfin, ou du nouveau monsieur Wang Yi, puisqu'on en est à Wang Yi version 3 ou 4. Tout le monde est d'accord, c'est la paix, c'est mieux que la guerre, la coopération, c'est mieux que la guerre, etc., etc. La réalité, c'est que la Chine était extrêmement mécontente de cette agression russe. Moi, je me souviens avoir vu l'ambassadeur de Chine, évidemment, avant de partir en Chine, l'ambassadeur de Chine à Moscou, que je suis allé voir immédiatement. Il était furieux. Alors d'abord parce qu'on a oublié, mais l'Ukraine commençait à être un partenaire important pour la Chine. Il ne faut pas oublier que la Chine est un pays qui ne se nourrit pas. Hein. Première puissance mondiale, ça pose un problème quand vous ne produisez pas assez de viande, quand vous ne produisez pas de céréales, etc., etc. Je ne parle même pas de l'énergie et tout ça. Donc la Chine avait des intérêts économiques et commerciaux, et par ailleurs, la Chine a été obligée, pour des raisons, notamment à cause de la Corée du Nord, aux Nations Unies, de faire un deal avec la Russie en disant je ne vous soutiendrai pas, mais je ne vous condamnerai pas. Là encore, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la guerre en Ukraine, d'autant plus que les Russes ne semblent pas capables de la gagner, je fais attention à ce que je dis, mais enfin là encore, il faut que les spécialistes de la défense le disent, ça crée de l'incertitude. Et vous savez bien que pour les Chinois, l'incertitude, c'est ce qu'il y a de pire. La diplomatie chinoise ne sait pas gérer l'incertitude. On l'a vu d'ailleurs au moment du déclenchement de la première offensive commerciale et technologique américaine et européenne contre la Chine il y a quelques années. Les Chinois étaient stupéfaits. Ils n'ont rien compris à ce qui se passait. Les réactions européennes et américaines dans la guerre en Syrie face aux Russes, les Chinois n'ont pas compris ce qui se passait. Je pense que Gaza, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, les Chinois ne comprennent rien à ce qui se passe à Gaza. Il ne faut pas croire que la diplomatie chinoise, par ailleurs, je veux pas avoir l'air anti-chinois. Enfin, la diplomatie chinoise, vous le savez bien pour ceux qui connaissent la Chine, il y a quelques vice-ministres absolument remarquables. Au niveau d'en dessous, c'est quand même un peu compliqué. Ils n'ont pas quand même des grands spécialistes de toute une série de questions. Et par ailleurs, dernier point, et c'est extrêmement important, la Chine et la Russie n'ont pas la même lecture de l'Europe, de l'avenir de l'Europe, de la sécurité en Europe et des intérêts économiques que représente l'Europe. Faut pas oublier que l'Union européenne, c'est le premier partenaire économique et commercial de la Chine, dans les deux sens. C'est le premier partenaire économique et commercial des États-Unis d'Amérique. Et avant la deuxième guerre de Crimée, d'Ukraine, c'était le premier partenaire économique et commercial de la Russie. La Chine ne veut pas la mort de l'Europe. Elle veut l'affaiblissement, si c'est possible, de l'Europe politique. Et je ne pense pas que l'Europe de la défense ou de l'autonomie stratégique soient des sujets qui lui plaisent beaucoup si on parle de technologie, de santé, d'alimentation ou de militaire. Mais la Chine a un besoin désespéré du grand marché. La Russie veut la mort de l'Europe. C'est pas tout à fait la même chose. Et ça, c'est un désaccord profond. Donc, outre ce combat pour être le partenaire adversaire des États-Unis, et donc y compris en les ménageant sur les questions au Proche-Orient ou en Ukraine, je pense que l'analyse de l'avenir de la sécurité en Europe est un problème, une divergence fondamentale entre la Russie et la Chine. Autrement dit, je crois au partenariat durable entre la Russie et la Chine. Je ne crois absolument pas à l'alliance stratégique russo-chinoise. C'est antinomique dans les termes pour moi. D'accord. Vous avez évoqué le Moyen-Orient, théâtre important actuellement de conflits majeurs. Là aussi, effectivement, d'ailleurs, les médias internationaux notent quand même le grand effacement et la grande retenue de la Chine aujourd'hui dans la zone. Est-ce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement la compréhension et les capteurs sont limités. Alors, je ne sais pas comment le dire de manière pas offensante, Oui, mais non, oui, oui. Moi, je me souviens avoir été voir l'envoyé spécial à l'époque. Alors, c'était il y a 4 ans, donc il faut faire attention. Hein. Je parle d'une Chine que j'ai bien connue il y a 4 ans ou 5 ans. Bon. Moi, j'avais été voir l'envoyé spécial pour le Proche-Orient. C'était très honnêtement consternant. Enfin, j'avais l'impression d'être en Master 1 à l'université française, ce qu'on me disait. Alors, c'est toujours très lénifiant, très bien. Bon. J'ai été surpris. Donc là, quand même, il faut donner acte à la Chine de ce qu'elle a réussi à faire dans les relations irano-saoudiennes. Là, il y a eu quelque chose quand même qui a joué.
Je pense que la Chine fournit éventuellement un lieu, au sens global, pas forcément géographique, mais est un pôle, un lieu qui permet éventuellement, sans perdre la face, de se parler. Et donc ça, ne serait-ce que ça, c'est important. On peut parler aux Chinois, d'autant plus que précisément, ils n'ont pas de position tranchée en réalité. Ils sont pour l'État palestinien, nous aussi. Ils sont contre enfin, ils ne sont pas pour la disparition d'Israël, ça tombe bien, nous aussi, etc., etc. Bon, donc ils disent des choses qui permettent de s'agréger autour d'eux. Donc je pense qu'ils auraient un potentiel diplomatique bien supérieure s'ils étaient capables d'inventer autre chose que ces plans en 4 points ou en 5 points où vous avez l'harmonie entre les peuples, la paix, le machin. Parce que la diplomatie, c'est pas ça. La diplomatie, c'est se mettre autour d'une table en fermant la porte et en se mettant d'accord concrètement sur ce qu'on va faire. Quand ils sont allés présenter un plan de paix pour l'Ukraine, où tout le monde entier a dit formidable, on a enfin un plan de paix, 3 jours après que Zelensky ait posé ses 10 conditions pour négocier avec les Russes, si vous voulez, ça vous montre qu'ils ont un problème je ne sais pas comment le dire, de méthode, de passage à l'acte, voilà. Euh, donc je crains qu'au Proche-Orient, ils ne puissent pas jouer pour l'instant. Par ailleurs, alors je connais mal leurs relations avec le Qatar, avec tous ces pays, qui sont ceux qui comptent aujourd'hui clairement. Je veux dire, la question, c'est pas de savoir ce qu'on pense sur l'avenir des deux États au Proche-Orient. La question, c'est de savoir détient des capacités de négociation avec le Qatar, avec l'Iran, avec l'Arabie Saoudite, etc., etc. Et je ne Bien, crois pas merci. que la Chine en soit capable aujourd'hui. J'aurais voulu vous poser des questions sur Hong Kong, parce que vous consacrez de belles pages dans votre livre à Hong Kong, mais je vois que le temps court, peut-être que si au moment de l'échange, on pourra le faire. Juste quand même une question en revanche sur Taïwan et l'importance que revêt Taïwan dans d'abord la vision politique interne, y compris l'identité chinoise, le principe d'une seule Chine, qui est justement un de ces mots lénifiants que vous dites, enfin pas lénifiant, là, en l'occurrence, mais qui est Ah répété bah, jusqu'à longtemps. La il y pression a sur du Taïwan, contenu là quand même. elle est intense et continue. Là aussi, pour aller vite, encore une fois, je suis navré. Quelle perspective vous envisagez sur ce dossier stratégique majeur? Est-ce que vous faites partie de ceux qui craignent un conflit, ou est-ce que ça vous paraît rester en dessous du niveau de Moi, dangerosité? je pense qu'il faut être très modeste. Je fais partie des gens qui pensaient que jamais Vladimir Poutine n'oserait envahir une deuxième fois l'Ukraine. Euh, Pas parce que c'était un gentil garçon, mais parce qu'il comprendrait que son intérêt n'était pas de le faire. Donc j'aurais tendance à dire la même chose de Taïwan, donc je me méfie de mes propres réactions. Cela étant, j'ai noté quand même à 2 reprises des déclarations de M. Biden, immédiatement après l'agression en Ukraine, qui est d'ailleurs intéressant, puis un an plus tard en disant ne vous trompez pas, amis chinois, si vous comptez faire à Taïwan ce que Vladimir Poutine a fait en Ukraine, nous serons là. Depuis, il y a AUKUS, et il y a eu un certain nombre de déclarations de pays démocratiques, et notamment de pays qui ont des stratégies indo-pacifiques. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je n'en sais rien. Ce que je crois, c'est que la Chine est consciente du fait que ça ne sera pas tout à fait une partie de campagne. Je pense que leur obsession, mais là, encore une fois, M. Lin serait mieux placé que moi pour commenter là-dessus, leur obsession du nettoyage de la mer de Chine et du détroit est liée à cette idée simple que les choses seront plus faciles s'ils ont toute une façade pour eux pour envahir Taïwan. Est-ce qu'ils croient qu'ils vont y arriver? Ils ont quand même pris, si vous voulez, c'est quand même compliqué parce que le Sud global étant encore une fois inexistant, on a quand même vu, pardon, là je répète ce que j'ai déjà dit, hein, notamment dans mon livre, mais les Chinois ont voté, ou plus exactement, des Chinois ont voté à la surface du globe. Ils ont voté à Taïwan et ils ont voté à Hong Kong. Et dans les deux cas, ils ont dit non à la Chine de Xi Jinping. Les Chinois ne peuvent pas refaire à Taïwan ce qu'ils ont fait à Hong Kong. Mais je pense néanmoins que c'est ce qu'ils vont essayer. Pour moi, le plus probable, c'est cette lente infiltration, ces achats de conscience et d'intérêt à Taïwan qui sont très forts, pour essayer petit à petit d'arriver à avoir, comme à Hong Kong, un gouvernement suffisamment affaibli pour adopter des lois qui vont faciliter le rapprochement comme ils l'ont fait à Taïwan.
est-ce que Monsieur Trump, l'arrivée de Monsieur Trump au pouvoir, si c'était le cas, durcirait l'attitude américaine, provoquerait la Chine? J'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'on sait de l'armée chinoise en bataille. Parce que, sauf erreur de ma part, depuis la guerre de Corée, on n'a pas vu des soldats chinois se battre. Sauf encore une fois au Sud-Soudan sous le drapeau des Nations Unies. Et ce qu'on a vu, c'est qu'ils prenaient la poudre d'escampette au premier coup de feu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont faibles. Ils ont notamment une marine dans un développement hallucinant. Alors, est-ce que ça leur donne des capacités dans une guerre moderne? Parce que Taïwan, technologiquement, c'est pas rien quand même. En plus, Taïwan, c'est un élément de la prospérité chinoise. Il ne faut pas l'oublier quand même, hein. Quand tout le monde dit c'est l'usine du monde, regardez, les Tesla et les iPhones sont fabriqués en Chine, oui, mais avec de l'électronique taïwanaise. Sans Je, Taïwan, je, je ne sais pas ce que serait la Chine. je rebondis justement sur le cas de Taïwan et pour finir sur ce par quoi vous avez voulu commencer, en rappelant que vous avez également été, enfin, vous avez été diplomate bilatéral, donc ambassadeur de France dans plusieurs pays, mais également vous avez servi à l'Union européenne et à l'ONU. Vous avez été représentant permanent de la France auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. Et je serais intéressé, peut-être en 3 minutes, de connaître votre avis sur la manière dont la Chine agit dans les organisations internationales. Chaque pays, évidemment, défend ses intérêts dans les enceintes internationales, à l'ONU en particulier. Mais est-ce que les instances onusiennes ne sont pas devenues un lieu privilégié d'influence pour une puissance comme la Chine? Je pense notamment à la manière dont Pékin utilise 50 ans après, vous savez, la résolution 2758, je crois, de 1971, en créant une espèce d'équivalence entre le principe d'une seule Chine et qui cherche à entraver en fait l'action internationale de Taïwan. Enfin, comment est-ce que vous voyez l'utilisation par la Chine des instances Oui, internationales? sur Taïwan, ils réussissent pas trop. Et d'ailleurs, de plus en plus, maintenant, on trouve des manières ad hoc Ouais. d'associer Taïwan ou des Taïwanais dans de plus en plus d'organisations internationales parce que les pays en ont ras-le-bol. Bon. Qu'on utilise les couloirs des Nations Unies pour développer son influence, excusez-moi, on l'a tous fait. Je passais des heures, comme tous mes prédécesseurs, avec beaucoup d'ambassadeurs africains ou du Moyen-Orient ou du Maghreb à défendre les positions françaises et c'est bien normal. Les achats de sièges, je dis achats parce que c'est une notoriété publique, on sait même à peu près combien ils ont dépensé dans quelques campagnes, il ne faut pas l'exagérer non plus. Vous savez, le secrétaire général de l'OACI, c'est pas lui le patron. La dame, c'était une dame d'ailleurs à l'époque, c'est pas elle la patronne. La patronne, le patron, c'est le président du conseil de l'OACI. À l'OMS, on a bien vu les limites de l'interférence chinoise, sauf au début, évidemment. Bon, et à la FAO, je suis pas sûr. Bon, donc moi, je veux pas qu'on surestime. Ils utilisent l'arme multilatérale et c'est bien normal, hein. Ils sont couchés sur comme les États-Unis et la Russie. Ça, c'est le point commun entre les trois anciennes superpuissances. C'est rien ne doit bouger aux Nations Unies et notamment pas le Conseil de sécurité et pas le droit de veto. Voilà, parce que c'est ça qui compte pour eux. Bien, merci. Alors, merci de cette vue assez cavalière, hein. Je suis navré, on allait un peu vite, mais c'était en même temps intéressant de pouvoir faire cette revue de détail. Je pense que maintenant, on peut se tourner vers vous, chers amis. N'hésitez pas à poser une question ou à demander une précision. Euh, Ou à contester ce que j'ai dit. voilà, voilà. Ou à contester. Voilà. Nous avons une question de Pauline. Auriez-vous l'amabilité, attends, je vais essayer de le lire, ça va être mieux, de nous donner votre opinion sur les avancées technologiques chinoises en matière d'intelligence artificielle et de biotech? Là, je passe. Je ne suis plus en Chine depuis 5 ans. C'est aux spécialistes maintenant d'en parler. En matière de technologie, on sait qu'ils ont aujourd'hui les plus grands, les plus gros supercalculateurs. Est-ce que ça va durer ou pas? On va voir comment les Européens et les Américains vont réagir. Ils ont beaucoup d'avance sur la réalité augmentée, sur des moyens comme euh, comment ça s'appelle, la reconnaissance faciale, qui sont des choses qui, ensuite, avec l'intelligence artificielle, vont prendre une importance croissante. Je ne suis pas capable d'aller au-delà. Ce que je comprends quand même, c'est que contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, la puissance américaine dans le domaine est loin d'être devenue inexistante. Moi, quand j'étais en Chine, on m'expliquait que les États-Unis étaient morts, mais enfin, ça fait 20 ans qu'on m'explique que l'Union européenne est morte. Je ne sais pas. Honnêtement, là, je n'y connais pas assez. Il faut des spécialistes, hein. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que Hugues, Chérus, vous souhaitez dire un mot peut-être des mers de Chine, de l'actualité sur les stratégies maritimes?
Hugues, votre micro est éteint. Ouais, voilà. Voilà, ça y est, j'avais un petit peu de mal à trouver le micro. Non, extrêmement intéressant et je suis tout point, je suis un tout point d'accord. Alors, en ce qui concerne les mers de Chine, je dirais que les mers de Chine, c'est un peu le carcan chinois, hein. Ils risquent d'être bloqués dans ce carcan ou alors ils peuvent aussi se protéger par ce carcan. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir le développement fantastique, l'essor fantastique de la marine de guerre chinoise. Alors, je suis tout à fait d'accord aussi quant à savoir, à ne pas pouvoir prendre, comment dire, on ne sait pas très bien ce que valent les Chinois au combat. En fait, il y a quand même eu la guerre contre le Vietnam en 89. Et il y a eu un certain nombre de combats sur mer où les Chinois là, se sont plutôt bien débrouillés. Autant face aux Vietnamiens, c'était pas merveilleux. Mais en mer, ils sont plutôt bien débrouillés et ils ont quelque chose de fantastique. C'est cette capacité d'avancer par petits pas et de jamais reculer, ce qui leur permet d'avoir des avantages assez extraordinaires et et de s'arrêter toujours avant que ça ne dégénère, mais sans jamais reculer. Moi, c'est ça que je trouve. C'est un bloc, là, on dirait un rocher monolithique qu'on ne peut pas faire bouger. Et je pense qu'ils avancent effectivement de ce côté-là. Sur Taïwan, c'est difficile à dire. Les Taïwanais semblent dire qu'il pourrait y avoir une guerre en 2027 parce que la Chine serait prête à ce moment-là. Mais d'un autre côté, ils pensent que les Chinois n'oseront pas attaquer parce que les Taïwanais eux-mêmes seraient prêts. Je ne sais pas ce qu'on peut tirer de cela. Si les Chinois veulent y aller, je pense ils se fournissent effectivement, ils construisent une marine de guerre pour ça. Entre autres, une flotte de bâtiments de projection de force, hein, donc des bâtiments de débarquement extrêmement importante pour un pays qui n'a pas de vision d'expansion territoriale. Ce qui veut donc dire que c'est effectivement pour attaquer toutes les îles qui ferment le carcan chinois autour de la mer de Chine méridionale et de la mer de Chine orientale. Donc il y a vraiment une préparation au combat, et qui plus est, quand on fait une grande marine, c'est pas pour rien, c'est pour s'en servir, un jour ou l'autre. Donc Et, je pense qu'il risque d'y avoir quelque chose effectivement à moyen terme, et ça peut être une fuite en avant aussi de Xi Jinping pour faire oublier un peu tous ces problèmes. Oui, parce que, pardon, ça c'est un point fondamental. Tout dirigeant chinois a un acquis. Tout dirigeant chinois a obtenu quelque chose. Xi Jinping n'a rien obtenu du tout, en réalité. Encore une fois, la prospérité économique, c'était pas lui, et ce qu'il a obtenu, c'était une guerre ouverte avec les États-Unis et une partie du monde européen sur les questions commerciales et technologiques. Il aura obtenu Hong Kong, quand même. Je pense que l'absence de réaction du monde à l'annexion de Hong Kong est pour moi terrible, parce que peut-être l'ont-ils lu comme l'avait fait Vladimir Poutine d'un certain nombre de non-réactions occidentales ou des démocraties dans les guerres précédentes de la Russie en Europe. Euh, mais je pense que on va avoir 2 ou 3 années de déstabilisation massive, et que c'est à l'issue de cette période que, comme le dit M. Lin, ils prendront la décision ou pas d'essayer de passer à l'acte. Et aussi en fonction de la façon dont le pouvoir américain, dans les années qui viennent, remilitarisera encore un peu plus Taïwan ou pas. Et ça, on n'en sait rien. Mais vous savez que, par exemple, Taïwan est la cible de millions d'attaques cyber chaque jour. C'est absolument extraordinaire. Moi, j'ai travaillé avec les gens qui s'occupent de cybersécurité à Taïwan. C'est hallucinant ce qu'ils vous racontent. C'est tous les jours. Donc, déstabilisation, faire peur par la menace, ça c'est la vieille méthode chinoise, montrer sa force pour ne pas avoir besoin de s'en servir, pour essayer encore une fois de finir par avoir un gouvernement à leur botte. Je pense qu'ils essayeront ça avant de passer à l'acte. merci. Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Ah, je vois que quelqu'un nous envoie une à l'écrit. Je la lis. 25 ans après la rétrocession, Hong Kong joue-t-il un rôle moteur pour déployer la force de frappe financière chinoise ou l'influence de l'ancienne possession britannique a-t-elle diminué dans la sphère financière et économique?
Est-ce que Hong Kong pèse et est au service si je puis dire, je caricature un peu, navré, cher Bernard, au service des intérêts chinois, ou est-ce que la place d'Hong Kong a diminué en importance? Pour moi, elle a diminué considérablement. D'ailleurs, quand j'y étais encore, le grand projet de Xi Jinping en politique intérieure non sécuritaire, c'est ce qu'on appelle le projet de la Grande Baie. Le projet de la Grande Baie, c'est Shenzhen, Canton, j'en oublie un, mais c'était certainement pas Hong Kong. Je pense que pardon d'employer ce mot, mais pour Xi Jinping, Hong Kong, c'était un chancre démocratique au milieu de la Chine. Il fallait réduire Hong Kong. Il s'est opposé à toute une série de projets de l'ancienne chef de l'exécutif à Hong Kong. Il n'avait aucune intention de permettre à Hong Kong de continuer à garder son rôle de plaque tournante financière. En même temps, évidemment, l'existence du double système avec les banques, avec la corruption généralisée dans le coin, favorise un certain nombre de projets chinois avec le monde occidental, permet de continuer discrètement à faire beaucoup d'affaires. Mais je crois qu'aujourd'hui, le grand projet chinois c'est la Grande Baie, Hong Kong a une place secondaire. Tu sais, il y a la tech à Shenzhen, il y avait l'industrie à Canton, et bon, la finance à Hong Kong, mais je pense qu'aujourd'hui, Shanghai, probablement, il faudrait demander à des spécialistes, mais je ne crois pas que Hong Kong joue un rôle aussi important qu'avant. Alors, il faudrait voir aussi comment on basculait, non pas les oligarques, mais les porteurs de plusieurs passeports, et notamment tous ces gens, tous ces Chinois qui vivent à moitié à Londres, à moitié à Paris, à moitié à New York et à moitié à Hong Kong. Car c'est eux qui ont fait la réelle prospérité de Hong Kong, hein. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole. Alors, soit vous levez le petit pouce jaune, soit vous ouvrez votre micro et n'hésitez pas si vous le souhaitez. Non? Bon. Eh bien, écoutez, alors ça a un grand mérite, c'est que nous allons être parfaitement ponctuels, ou quasiment, il est 20h01. Je vais donc infiniment vous remercier, Monsieur l'ambassadeur, pour ces échanges très riches et très denses. Merci à tous d'avoir participé à cette conversation. Si j'avais su que Marie Holzman était là, je l'aurais laissé parler. Elle m'a écouté pérorer alors que c'est elle qui sait tout de la Chine. C'est ça, c'est ça. C'était passionnant. Tout ce que vous avez dit, j'ai vraiment beaucoup Vous avez apprécié. déjà entendu 10 fois. Non, j'ai pas entendu 10 fois. C'est toujours tellement bien exprimé que voilà, on est éblouis. On est des vieux complices maintenant. Un peu moins sur les plateaux de télé. Je ne sais pas si on pourra l'être encore dans quelques semaines. Pardon pour cette éruption de la politique. Ah, Ça va devenir compliqué. n'en parlons pas. J'aimerais bien savoir, d'ailleurs, c'est intéressant, vous voyez dans les programmes où la politique étrangère a totalement disparu. On parle un peu d'Europe, mais c'est pas de la politique étrangère aujourd'hui. On parle un peu de l'Ukraine à cause des problèmes de livraison d'armes, mais je n'ai entendu aucun responsable politique parler des Nations Unies, du monde, de la Chine, du Moyen-Orient, dont on parle un peu de Gaza, et encore, les gens évitent pour éviter de perdre des voix. La Chine est totalement inexistante dans la discussion internationale. Là, en France, c'est tout à fait inouï. Vous parlez pendant la campagne électorale? En général, Ah comme oui, si on avait oui. peur, comme si je ne sais pas comment on peut l'expliquer. Mais Là, les Français se sont étripés sur l'Ukraine et la Russie. Alors, je comprends, c'est plus proche, etc. Mais personne ne parle de la Chine. Enfin, c'est pour ce qui est de la campagne électorale, alors loin de moi l'idée de jeter des fleurs au personnel politique français, mais convenez que dans une campagne de 18 jours, et vu l'état du pays, effectivement, les sujets intérieurs dominent. C'est assez explicable. Oui, Je ne mais sais pas si pendant c'est la bien, mais campagne c'est explicable. européenne, enfin, je ne sais pas ce que Marie a à dire là-dessus, mais pendant la campagne européenne, la montée en puissance de l'autonomie stratégique et d'une puissance européenne, brocardée par les uns, soutenue par les autres, la composante chinoise n'est pas pour rien dans ce besoin d'Europe que beaucoup ressentent. Glucksmann, on en a parlé un petit peu, mais pas grand monde. Mm. Mm. Le poids de la Chine dans les questions environnementales, la biodiversité, le climat, qui est fondamental. Dans le développement de l'IA, moi, je ne suis pas capable d'en parler, mais Vous avez raison, parce que quand on explique un peu comment fonctionne la Chine en matière d'environnement en particulier
et en matière d'investissement, par exemple en Hongrie pour fabriquer des voitures électriques et puis nous envahir encore mieux après, etc. Quand on fait des conférences devant un public d'une centaine de personnes, les gens sortent de là complètement terrorisés. Donc peut-être qu'on évite d'aborder des sujets qui Pas font faux. trop peur à un moment qui est quand même assez difficile pour notre pays maintenant. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais je comprends tout à fait. Bien, en tout cas, merci infiniment pour ces mots de conclusion et ce dernier échange. Merci à tous encore une fois de votre participation. J'espère qu'on se retrouvera à la rentrée. Je vous souhaite un très bel été à tous et merci encore et bonne soirée. Merci, au revoir. Merci. Merci.